L'infection, avec affection, pourquoi? Parce que les maladies infectieuses, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime bien parce que c'est compliqué, parce que chaque infection, elle se comporte pas pareil. C'est enquiquinant à tester de temps en temps et globalement, les maladies infectieuses, c'est un truc qu'on maîtrise pas toujours. Et moi, j'aimais pas du tout ça quand j'étais à l'école. Et du coup, je me suis un peu forcée à faire plein de confs dessus et à les étudier parce que en fait, je me suis dit que je finirais par les aimer si je les maîtrisais bien. Je ne dis pas que je les maîtrise hyper bien, mais j'ai fini par les aimer à force de lire dessus. Et on a plein de tests rapides à dispo pour tester ces fameuses infections. Mais là encore, une fois qu'on a fait un test rapide, c'est comme pour tous les marqueurs, pour tous les paramètres. Un test, c'est un test. Il a une sensibilité, il a une spécificité, il a des valeurs prédictives positives et négatives, il a ses limites et il est vraiment important de se dire, OK, mon test, j'ai ça, j'ai tel résultat, j'en fais quoi et surtout, qu'est-ce que je fais après? Et là, c'est vraiment à nous de jouer et avec notre sens clinique et les connaissances qu'on peut en avoir, de se dire, OK, voilà comment je vais gérer maintenant que j'ai fait mon test rapide. Est-ce que je fonce tête baissée? Est-ce que, voilà, c'est sûr, il est positif, allez, c'est bon, je me jette dessus? Ou est-ce que ça appelle d'autres tests? Et ça, c'est hyper important parce que là encore, un test, on n'en fera jamais rien d'un test tout seul. On a besoin du clinicien, on a besoin du sens clinique, on a besoin de tous les autres, le tableau de tous les autres tests qui est là au milieu pour se faire une idée et se dire, OK, est-ce que réellement je suis face à une maladie infectieuse et qu'il faut que je la traite ou pas? Je pense notamment à la maladie de Lyme. Alors, chez IDEXX, en général, c'est du SNAP qu'on utilise. On parlera rapidement de l'AngioDetect qui n'est pas un SNAP, mais en gros, je vais vous expliquer la technologie SNAP, comment ça marche, pourquoi on appelle ça le SNAP, parce que SNAP. Quand on appuie sur la petite languette. Ce sont des tests rapides qui se font au chevet du patient. En général, on détecte soit des anticorps dirigés contre l'agent infectieux qui ont été produits, donc on est vraiment sur un test indirect, on mesure une trace indirecte du contact du patient avec l'agent infectieux, ou alors on teste carrément les antigènes de l'agent infectieux lui-même. Donc en général, quand il y a les antigènes, c'est que l'agent infectieux, il n'est pas loin. La technique, c'est de la technique ELISA, que je vais vous détailler un tout petit peu. Et en gros, les agents infectieux qui vont être concernés par ce panel de tests, ça va être tout ce qui est Dirofilaria, les maladies vectorielles, Anaplasma, Borrelia, Ehrlichia, Leishmania, la lepto, FIV, FELV, Giardia et le parvovirus. En gros, c'est un peu le panel des agents infectieux qu'on va être amené à rechercher en clinique. La technique ELISA, globalement, on a des anticorps qui sont capables de se colorer quand on les met en présence d'un substrat ou d'un fluorochrome. Quand on cherche un antigène, en gros, sur la petite plaquette de notre test, on a déjà des petits anticorps qui sont sur la petite plaquette. L'antigène qui est présent ou non dans l'échantillon se fixe sur l'anticorps. Et là, on va lui adjoindre un autre anticorps qui lui est marqué. Et donc, on lave tout. Les anticorps qui restent fixés en présence de l'antigène, ils se colorent. Et on évalue cette réaction-là. On dit, OK, il y a présence ou non de cet antigène à tel seuil. Quand on cherche des anticorps, c'est la même chose, sauf que sur la petite plaque, c'est des antigènes qu'on met en général, ou d'autres anticorps pour fixer les anticorps qu'on cherche dans le sérum ou dans l'échantillon du patient. Et on va provoquer une réaction colorée, là encore, sur ces anticorps qui seront fixés ou pas. Et on évalue cette coloration et on lit la densité optique dans la machine qui nous fait dire, OK, j'ai présence de ces anticorps ou de cet antigène dans des concentrations qui me font suspecter que peut-être ce n'est pas normal. Le SNAP, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est rapide et que pour augmenter la sensibilité du test, c'est-à-dire la probabilité, on veut qu'il y ait le moins de faux négatifs possible, il y a un flux qui est bidirectionnel, c'est-à-dire que l'échantillon il passe 2 fois sur la petite plaquette, comme ça il a 2 fois plus de chances de se fixer s'il doit se fixer. Et on a un processus de lavage qui est inclus dans le test qui fait qu'on va être le plus spécifique possible. En tout cas, on ne voudrait pas de faux positifs. Donc si on lave bien, normalement, on n'a pas de trucs qui restent accrochés alors qu'ils ne devraient pas. Les maladies athiques, alors j'ai mis entre guillemets parce que le SNAP 4DX, il fait Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Dirofilaria, qui n'est pas une maladie athique, mais c'est inclus dedans. Donc c'est maladie athique entre guillemets, ça c'est plutôt moi qui l'appelle comme ça. Vous avez aussi dans le SNAP Lèche 4DX, vous avez ce fameux test 4DX plus le test Lèche qui est inclus dedans. Donc vous avez en gros 2 tests SNAP pour tester ces fameuses maladies vectorielles. La Ehrlichiose, je vous ai mis des rappels que je ne vais pas tout détailler forcément, mais c'est les trucs qui sont bons à savoir parce que quand on teste la Ehrlichiose avec un SNAP, ce qu'on teste, c'est la présence d'anticorps. Et les anticorps, ils mettent quand même des fois jusqu'à 28 jours à se former. Donc des fois, on peut être trop tôt, des fois, on peut être trop tard aussi. Et ces anticorps, ils persistent des mois, voire des années dans certains cas, à des taux des fois très élevés, des fois pas. Mais surtout, ils ne sont pas protecteurs en cas de réinfection.
Donc, il est important, quand on va tester une maladie infectieuse, de connaître la cinétique aussi des anticorps et de ce qui se passe dans l'organisme, parce qu'au moment où on teste, des fois, on n'est pas au bon moment, et c'est comme ça, et c'est pas de bol, mais ça arrive. Donc, un test peut être négatif, un test peut être positif, c'est vraiment important de le situer dans le temps par rapport à la maladie et de garder en tête qu'il n'y a rien qui est parfait. Effectivement, quand j'ai un SNAP 4DX qui est positif pour la Ehrlichiose, on sait qu'on va détecter des anticorps dirigés contre Ehrlichia ou Canis ou Ewingi et qu'on a une sensibilité, une spécificité qui sont tout à fait correctes, mais qui ne sont pas de 100%, aucune. Donc on ne pourra jamais dire qu'un positif, c'est forcément un positif, un négatif, c'est forcément un négatif. On a besoin de la clinique, d'autres facteurs diagnostiques, des analyses, numération formule sanguine, la biochimie, la clinique, les antécédents, le traitement antiparasitaire. Si on a tout qui colle avec un SNAP qui est positif pour Ehrlichia, dans un contexte où on pourrait avoir un chien qui est anémique, qui a des épisodes fébriles, qui peut être thrombopénique aussi, on fait une séro quantitative. Je confirme, je fais une séro quantitative et idéalement, je la couple à une PCR sur 100 EDTA. Je vais aller chercher la Ehrlichia directement. Parce que j'ai des anticorps, c'est bien beau, mais j'ai peut-être des anticorps parce qu'il l'a rencontré il y a 6 mois. Et aujourd'hui, ce qui provoque son anémie, ça a peut-être été le stimulus primaire d'une anémie à médiation immune ou peut-être qu'il a l'anémie pour tout à fait une autre cause. Peut-être qu'il a de la fièvre pour autre chose. Donc je vais faire une sérologie quantitative qui va m'aider à quantifier là où j'en suis et puis la PCR qui va me permettre de chercher vraiment l'agent infectieux lui-même. Et la PCR, elle peut se faire sur 100, sur des nœuds lymphatiques, sur de la rate, sur de la moelle, notamment dans les cas de Ehrlichiose chronique, avec des chiens qui refont des accès de fièvre, même après traitement. Souvent, c'est dans la rate, en PCR sur rate, qu'on va aller la chercher, Ehrlichia. Parce que la séro, je vous l'ai dit, ça persiste des mois, des années, les anticorps. Donc, une séro élevée sur un chien avec une clinique un peu frustre, c'est pas pour ça que c'est une Ehrlichiose. L'anaplasmose, c'est pas tout à fait le même schéma, mais c'est quand même le même principe. Les anticorps se forment un peu plus rapidement. En général, ils se forment en 15 jours maximum et ils persistent à peu près 8 mois. Là, pareil, on a un SNAP positif. Je fais une séro quantitative pour avoir une idée de ma quantité d'anticorps et une PCR pour aller confirmer que mon agent infectieux à l'instant T, il est bien dans le chien. La séro quantitative, vous allez me dire pourquoi j'ai déjà un SNAP qui teste les anticorps qui est positif. Oui, mais quand même des fois en suivi, c'est quand même bien d'avoir une valeur de base de séro quantitative pour justement, si on suspecte une rechute par exemple à un moment, pouvoir savoir, quand on a fait un suivi de la séro, savoir si c'est en train de remonter ou pas. Donc avoir des valeurs chiffrées, c'est quand même intéressant. Pareil, en suivi, ce n'est pas la peine de suivre trop tôt. En général, on suit en PCR. Parce qu'on l'a vu, les anticorps, ils persistent 8 mois. Pas très intéressant de refaire une séro 4 mois ou 2 mois ou 3 semaines ou 8 semaines après le traitement, puisqu'on sait que les anticorps, ils risquent de continuer à être élevés. Donc, on va faire une PCR, au moins s'assurer qu'on s'est débarrassé du parasite au niveau sanguin. La Borrelia qui nous pose beaucoup de soucis, même si nous, en médecine vétérinaire, on a quand même pas mal de chance par rapport en médecine humaine, c'est qu'ils nous envient un peu nos tests, donc ce qui est cool, parce que pareil, le diagnostic, il est compliqué, et très honnêtement, les maladies de Lyme, les vraies maladies de Lyme, si on en a une vraie par an, ça reste quand même quelque chose qui est difficile à diagnostiquer, avec souvent des anticorps qui sont positifs et mettre en lien les signes cliniques avec une réelle borréliose, c'est vraiment un diagnostic d'exclusion. Borrelia, on ne la trouve pas dans le sang, elle circule dans le tissu conjonctif, donc ce n'est pas la peine de faire de la PCR sur sang parce qu'on ne la trouvera pas. La PCR, quand on la fait, c'est sur membrane synoviale, dans des cas de polyarthrite, sur la tique, si on arrive à la récupérer, sur du LCR, sur une biopsie de peau, là où potentiellement on a des signes cliniques, mais sur le sang, ça ne sert à rien. On a différentes protéines qui interviennent chez cette fameuse Borrelia, dont la protéine OSP qui est tout le temps dans Borrelia et qui est utilisée pour le vaccin, et une protéine qui s'appelle VIS avec un peptide C6 qui fait partie de cette protéine qui n'est synthétisée que quand la tique elle est dans l'hôte et après une semaine de vie dans l'hôte. C'est pour ça que quand on est positif au peptide C6 en sérologie, ça veut dire que ça fait au moins une semaine qu'on a au moins eu la Borrelia une semaine dans notre organisme et qu'elle a probablement eu le temps de s'installer. Maintenant, on peut être positif au peptide C6 parce qu'elle a eu le temps de s'installer, mais on s'est bien battu, le système immunitaire a fait son job, ce n'est pas pour ça qu'on a une Lyme. Donc, on sait qu'avec ce peptide C6, on va vraiment aller tester de la protéine qui n'est pas vaccinale, qu'effectivement, il y a eu colonisation de l'hôte, il y a eu installation de Borrelia, et qu'elle est restée un certain temps, mais ce n'est pas pour ça c'est pas parce qu'on est positif au peptide C6 qu'on a une Lyme. Par contre, on l'a rencontrée de très près.
Ces anticorps anti-C6, ils apparaissent assez tardivement. Donc là encore, des fois, selon le timing, on peut être trop tôt. Ou trop tard, parce qu'après traitement ou après guérison, ils peuvent rester, ils ne restent pas très longtemps, ils disparaissent assez rapidement, même si on n'a pas de données chiffrées très précises. Et attention sur diagnostic, parce qu'on n'a pas vraiment, en PCR, vous l'avez vu, c'est compliqué d'aller détecter l'agent infectieux directement. Et en séro, il faut vraiment faire coller nos signes cliniques et le reste. Et attention sur diagnostic. Il y a plein de chiens qui sont positifs au C6, qui n'ont pas de maladie de Lyme. Donc on va avoir vraiment besoin de tout faire coller. Et puis alors, le bouvier bernois, il y en a quasiment 1 sur 2 qui est positif, et assez correctement au peptide C6. Dans cette race-là, ils sont capables vraiment de se faire coloniser par Borrelia assez longtemps et de très bien s'en sortir. Mais en tout cas, dans cette race-là, on a une positivité au peptide C6 qui est courante, quasiment 1 chien sur 2. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont tous la maladie de Lyme. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le SNAP4DX il est positif? On va faire une sérologie quantitative peptide C6, parce que bien sûr, sur un chien qui boite, qui a de la fièvre, avec un C6 explosé et aucune autre cause trouvée pour expliquer ses signes cliniques, oui, il a peut-être bien une maladie de Lyme, ça arrive. Mais il n'y en a quand même pas tant que ça, globalement. Et en suivi, on va faire des séros assez espacés, il faut laisser aux anticorps le temps de diminuer, donc ça ne va pas être avant 3 mois en suivi. Mais Borrelia, oui, ça reste quelque chose de compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à diagnostiquer. La dirofilariose. Alors là, on ne détecte plus les anticorps, on détecte l'antigène et on détecte l'antigène des vers adultes femelles. Donc le ver adulte femelle, avant qu'il soit là, il faut au moins 4 à 5 mois post-infection, le temps que les larves elles aient évolué pour faire un adulte. Et si vous avez une infection monosexe avec que des mâles, on peut avoir un test qui est négatif. En même temps, c'est moins grave parce que s'il n'y a que des mâles, en théorie, ils sont censés mourir de leur belle mort et ne pas se reproduire. Donc l'infection va être auto-limitante. C'est sûr que c'est moyen d'avoir des vers mâles installés, mais effectivement, à moins de les voir à l'écho, le test, lui, il détectera les antigènes femelles. Quand on a un SNAP4DX qui est positif, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir si on a des bébés vers, des microfilaires qui circulent. Parce que le traitement de la dirofilariose, il est très différent au niveau de la gestion thérapeutique si on a des bébés qui circulent ou pas. Parce que si je traite à la mélarsomine sur des microfilaires qui circulent, je vais tout emboliser, je peux vraiment tuer mon animal. Le traitement de la diro, des fois, il fait plus de mal, même quand il n'y a pas de microfilaire, que faire un petit traitement préventif avec des lactones macrocycliques tous les mois en attendant que les vers meurent de leur belle mort. Il y a des cas, j'ai vraiment failli flinguer des chiens. Des fois en les traitant. Et c'est vrai que du coup, mais ça c'est vraiment perso, je suis restée très frileuse sur le traitement de la dirofilariose. Et j'avoue qu'il y a des cas, ça dépend vraiment du cas clinique, ça dépend de l'état du chien, ça dépend de comment il vit sa dirofilariose, ça dépend de l'imagerie. Mais clairement, j'ai tendance chez certains à juste les mettre sous lactone macrocyclique régulièrement. Comme ça, tous les bébés vers qui seront potentiellement créés, je les tue tous les mois. Donc je ne vais pas développer des vers adultes. Et mes vers adultes, j'attends qu'ils meurent de leur belle mort, entre guillemets, dans 5-7 ans. Des fois, ça peut être long. Mais sur un chien qui n'est pas symptomatique, j'avoue, c'est perso, je suis assez frileuse à traiter des fois, parce que des fois, j'ai dégradé des chiens qui allaient vachement bien avec leurs vers, en fait. Donc là encore, on sait toujours si on a pris la bonne décision une fois que c'est fait. C'est dur de prévoir, mais en tout cas, bien prévenir les gens. Si vous voulez des directives vraiment hyper sympas et utiles sur le traitement de la diro, vous allez sur ce site-là, vous avez tout. Vous avez les moyens diagnostiques, vous avez le traitement de J0 à J271, ce qu'on gère, comment on le gère, est-ce qu'on met de la doxycycline, quand, comment. Je tue toutes mes microfilaires avant de traiter les adultes, parce qu'il faut vraiment que je sois microfilaire négatif avant de m'occuper des adultes. Donc, vous le voyez, vous faites votre SNAP qui est positif. Il y a d'autres démarches. Là, il faut tester les microfilaires. Est-ce que j'en ai? Est-ce que je les traite? Oui, je les traite. Si j'en ai pas, je vais pouvoir m'occuper des adultes. Qu'est-ce que je fais comme traitement? Est-ce que je tape très fort et je fais la cageothérapie qui va avec et la surveillance? Est-ce que je reste sur quelque chose de préventif et j'attends qu'ils meurent leur belle mort? C'est du cas par cas. Ça, c'est des choses qui se discutent réellement. La leishmaniose, alors je ne sais pas si vous êtes dans des zones qui en ont beaucoup. Moi, je vis à Montpellier, donc la leishmaniose, on en a pas mal. 2 tests où vous allez pouvoir tester leishmaniose, le SNAP leishmaniose et le SNAP Lesh4DX. Vous avez Ehrlichia anaplasma dirofilaria, pas Borrelia comme dans le 4DX, mais vous avez leishmania à la place. Là, pareil, on ne s'embête pas sur la leishmaniose parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans une zone où on n'en a pas beaucoup, on se dit ok, alors là, j'ai mon truc qui est positif. Donc ça veut dire que j'ai des anticorps anti-leishmaniose. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai mes anticorps anti-leishmaniose? Je vais faire une sérologie quantitative dans tous les cas. C'est hyper
important pour le suivi. Et si vous allez sur le site qui s'appelle Lèche-Vet, qui est mis à jour régulièrement par des spécialistes de cette maladie-là, là c'est pareil, vous avez les algorithmes pour tout. Comment je diagnostique, dans quel cas, qu'est-ce que je fais, c'est quoi la démarche que je vais faire par la suite. J'ai un SNAP qui est positif, ça veut dire que j'ai des anticorps anti-leishmaniose. Je vais faire une séroquantitative, j'ai vraiment besoin de cette valeur de base avant tout traitement. Parce que ça, dans le suivi, ça va vraiment me servir. Je vais faire un suivi à 1 mois, puis ensuite tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Et ça me permettra de connaître, quand mon chien il est traité et il est contrôlé, ça me permettra de connaître sa valeur sous traitement. Parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ne redescendent jamais totalement dans les clous et qui restent un petit peu au-dessus. Et il est important de connaître cette valeur-là, parce que le jour où il retombe malade, il faut qu'on puisse savoir si c'est une rechute de leishmaniose ou si c'est autre chose. Et là, souvent, la séro va nous aider. Si elle est restée au niveau auquel on a l'habitude quand le chien est sous contrôle, probablement les signes qu'il a, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Parce qu'une fois qu'ils sont leishmaniens, on a très vite tendance, à chaque fois qu'ils vont pas bien, à dire « Ah merde, ça rechute ». Et c'est pas forcément une rechute de leishmaniose. Et si on n'a pas de valeurs chiffrées sur lesquelles s'appuyer, ben, des fois on ne sait pas et on rame un peu. Donc la séro, de toute façon, elle est au centre du diagnostic. Et après, vous avez les tests qui viennent secondairement. Tout ce qui est évaluation cytologique, c'est clair qu'avec des ganglions comme ça, ce serait dommage de se priver d'une cyto quand on voit les leishmanies directement au microscope. Et ça arrive souvent. C'est quand même super gratifiant. Et sinon, on fait une PCR. Mais on fait une PCR là où on a des signes cliniques. Pas sur du sang si on n'a pas de moyen de suspecter, par exemple, qu'on a une circulation de leishmania vraiment super élevée. On va faire de la PCR sur le ganglion, on va faire de la PCR sur une rate, sur de la peau si on a des lésions cutanées. Donc toujours aller en PCR là où j'ai des signes cliniques, là où je suis le plus susceptible de trouver l'agent infectieux. Pareil, sur le site Lèche-Vet, vous avez les algorithmes pour tout ça. Pour le suivi, que faire qu'est-ce qu'on fait sur un chien qui est positif à la séro? Est-ce que je le vaccine? Est-ce que je ne le vaccine pas? J'ai un chien qui n'a pas de signe clinique mais qui a une sérologie positive. Comment je le surveille? Allez sur ce site, franchement, c'est royal. Moi, j'y vais régulièrement. C'est vraiment... Et là, vous savez qu'il est mis à jour régulièrement et c'est hyper bien foutu. La lepto, Snap Lepto. Au niveau du nom, c'est simple à retenir. On n'a pas fait très compliqué. La lepto, c'est hyper intéressant parce que la PCR va être positive avant que les anticorps apparaissent. On va d'abord avoir une positivité sur le sang et ensuite sur les urines. Sur les urines, c'est plus tardif. Et le problème, c'est que des fois, si on tombe mal, on tombe juste entre les deux, où le sang n'est plus assez positif pour que ce soit détectable, et où l'urine, elle n'a pas encore commencé vraiment à se positiver. Et donc, on peut tomber en PCR dans la zone grise, où on n'est pas dedans et on n'arrivera pas à avoir de la positivité. Les anticorps, le test SNAP, il va détecter des anticorps. Normalement, pas les anticorps vaccinaux. Après, c'est sûr que si l'animal il a été vacciné il y a 10 jours et qu'il est en pleine montée, il faut en tenir compte, mais il n'est pas censé atteindre des seuils avec les anticorps vaccinaux qui peuvent positiver les tests. Ils sont souvent peu élevés, mais là encore, les animaux ne lisent pas les textbooks. Il y en a qui ont des réactions sérologiques qui sont très élevées. Donc la démarche diagnostique qu'on va avoir face à un tableau clinique évocateur de lepto, j'ai un SNAP qui est positif, je fais une séroquantitative parce qu'en plus ma séro va me permettre d'identifier les différents sérovars et de voir si je suis sur quelque chose de sauvage, sur des souches éventuellement vaccinales et surtout de les quantifier. Est-ce que les valeurs que j'ai au niveau de ma séro collent avec quelque chose de vaccinal ou collent avec une maladie? En général, la maladie, au niveau des titres, des seuils sérologiques, on est à plus de 1 sur 800. Donc, c'est vraiment des choses qui vont monter beaucoup plus que sur des choses vaccinales. J'ai une erreur sur animal vacciné. 1 sur 1600, c'est très, très élevé. Sur un animal vacciné, on n'est jamais en général au-dessus de 1 sur 400. Ça évolue à l'inverse, les titres. C'est-à-dire que si j'ai un titre de 1 sur 1600, ça veut dire que même quand je dilue 1600 fois mon échantillon, je trouve encore des anticorps. Donc c'est que j'en avais quand même pas mal au début. Si je suis à 1 sur 400, ça veut dire qu'à partir de 400 de dilution, je perds mes anticorps. Donc j'en avais pas non plus tant que ça au départ. Donc plus le deuxième chiffre est élevé, plus le titre est élevé. Mais si on fait le calcul 1 sur 1600, c'est sûr que c'est beaucoup plus petit que 1 sur 800. Donc il ne faut pas se laisser piéger. Plus le titre est élevé, plus le deuxième chiffre est élevé. Okay. Donc, un animal vacciné, on est rarement au-dessus de 1 sur 400. Un animal qui est malade, en général, on est au-dessus de 1 sur 800. Et la parvo, et notre SNAP parvo.
Le SNAP, il détecte quoi? Il détecte l'antigène. L'antigène du CPV2, souche A, B, C, et il détecte sur les selles. Mais là encore, c'est une histoire de timing. Le virus, il est excrété dans les selles 3 à 4 jours après l'exposition, donc souvent avant même que les signes cliniques arrivent. Et à partir du moment où il est excrété en gros une semaine. Donc il faut tomber dans la bonne fenêtre, parce qu'il commence à être excrété avant que le chien soit clinique, donc en général, dans ce moment où il n'est pas clinique, c'est rare qu'on fasse un test. Et puis, à partir du moment où il est clinique, on a une fenêtre de 3-4 jours, des fois 5 d'excrétion. Donc il faut tomber dedans. Ça dépend à quel moment la présentation est là. Et puis il faut tomber à un moment où il excrète aussi. Parce qu'on n'excrète pas pareil tout au long d'une journée. Donc un test sur un caca, surtout en plus c'est bien liquide, donc bien dilué. Donc les antigènes en général c'est de la soupe. Et plus c'est liquide, plus on dilue nos antigènes. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent faire qu'un test va être négatif. On n'a pas d'interférence avec le vaccin. Ça a été étudié pour être sûr que ça ne croisait pas. Donc normalement pas d'interférence vaccinale. Sachez qu'à la PCR, quand vous avez un test SNAP qui va être positif au parvo, très souvent ça suffit. On a une spécificité, une sensibilité qui sont de 100%. Donc c'est sûr qu'un animal qui est jeune, qui sort d'un salon d'exposition, qui fait une diarrhée dans tous les coins, qui sent la parvo, qui a un test SNAP positif, à moins que les gens éventuellement sont un peu procéduriers et veulent faire une différenciation, souche vaccinale, souche sauvage, etc., où on aura besoin de la PCR, très souvent pour le coup le SNAP peut se suffire à lui-même. SNAP, FIV, FELV, je ne vais pas passer très longtemps dessus, vous en avez tous l'habitude. Les seules choses que je rappellerai, c'est FIV, on teste les anticorps, FELV, on teste les antigènes. Un SNAP FIV qui est positif sur un chat de plus de 6 mois qui ne peut pas avoir des anticorps en provenance du lait maternel, un FIV positif, le test de confirmation, c'est le Western blot. Un FELV positif qui est positif à l'antigène, le test qui va nous permettre d'avancer, c'est la PCR. La PCR va nous permettre de savoir si j'ai intégré le progénome viral dans mes cellules sanguines. Parce que je peux être virémique temporairement sur une infection focale, ne pas avoir intégré le progénome viral dans mes cellules, et tant mieux, on ira sur de l'infection focale, voire régressive. Mais je peux être virémique avec une PCR positive, donc là ça veut dire que j'ai intégré le progénome viral dans mes cellules et que je peux passer en phase où je ne serai plus virémique, donc mon test antigénique va se négativer, mais ma PCR, elle, normalement, elle reste positive à vie à partir du moment où j'ai intégré mon progénome viral dans les cellules sanguines. Et la PCA, en quantifiant en fait les quantités de progénome viral dans les cellules sanguines, va nous permettre de dire ok, c'est très élevé et j'ai une probabilité de survie qui va être à surveiller, ou c'est plutôt bas et j'ai une probabilité de survie à long terme qui est plutôt bonne. À savoir quand même que quand on est atteint du FELV et qu'on est positif en PCR, on finit globalement souvent par mourir directement ou indirectement de son FELV. Quand on est positif au FIV, il est très fréquent qu'on meure d'autre chose. Donc c'est important de suivre et de savoir comment confirmer un SNAP positif. Ici, je ne vous les détaillerai pas, mais ce sont les algorithmes qui sont sur le site de la ABCD Society. Vous avez des questions sur la gestion d'une maladie féline. Il y a des algorithmes tout beaux, magnifiques sur ce site-là, la société ABCD. C'est vraiment la référence en fait en matière de diagnostic, de traitement. Ils ont plein de fiches sur le FIV, sur le FELV. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche, sur la PIF aussi. Alors eux, par contre, ils ne mettent pas toujours à jour hyper régulièrement, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Comme le site Leschvet. C'est vraiment des sites de référence. Sur la parasito, moi je vais voir sur les SCAP. Quand j'ai une maladie infectieuse féline, je vais sur le site de la société ABCD et quand c'est la leishmaniose, je vais sur Leschvet. Le STAP féline triple, c'est un FIV FELV et on a rajouté la dirofilariose. Parce qu'on commence à la rechercher de plus en plus fréquemment chez le chat et on se rend compte que dans les zones endémiques où les chiens sont positifs, les chats aussi en fait. Chez le chat, c'est un peu différent la diro parce qu'il y a en général très peu de vers adultes et ils vivent beaucoup moins longtemps que chez le chien. C'est pour ça que les chats sont moins cliniques en général de leur dirofilariose. En général, il y a 4 vers adultes max et des fois, il n'y en a pas du tout. Donc, ce n'est pas parce que le test antigénique est négatif qu'il n'y a pas de dirofilariose, mais en général, c'est vrai que le chat, soit il fait des signes cliniques horribles, avec des détresses respi, des trucs atroces, soit c'est vrai que ça passe souvent relativement inaperçu. Mais il y a du portage chez le chat. Donc c'est intéressant de tester cette dirofilariose, notamment parce que le traitement diffère. Chez le chat, on ne s'amuse pas à mettre de l'adulticide comme la mélarzomine, là vous tuez le chat. Donc pour le coup, le chat, le traitement va être vraiment différent. On va se baser vraiment sur du préventif pour le coup. Et là encore, vous allez sur le site de la société ABCD qui vous dit tout comment faire
pour tester un chat et pour le gérer si on suspecte une dirofilariose. Alors, je suis bien consciente que la dirofilariose féline, on commence seulement à en parler, c'est dans des zones encore assez endémiques, mais en même temps, si on ne la cherche pas, on ne la trouvera pas. Et il y a des études en cours pour essayer de tester les chats en clinique contre la diro, et on se rend compte qu'il y a du portage, il y a de la dirofilariose féline. Mais c'est vrai que comme les signes cliniques sont moindres, on s'y intéresse un peu moins, mais on va s'y intéresser davantage dans les années qui viennent. Giardia, vous connaissez. La seule chose que je vous dirais sur le Snap Giardia, il détecte l'antigène. N'attendez pas trop longtemps après traitement pour retester. Avant, on disait, il ne faut pas retester trop tôt parce que l'antigène de Giardia, même morte, il peut être détectable dans les selles. Mais si on laisse passer plus de 2 cycles digestifs, normalement en 2 cycles digestifs, si on a tué le parasite avec le traitement, il n'y a plus d'antigène qui traîne. Je veux dire, on l'a évacué au bout d'un moment, au bout de 2 cycles. Normalement, ça correspond à une petite semaine. Donc, ne vous amusez pas trop à retester Giardia après 10 jours, 15 jours, parce que vous pouvez retomber sur un positif, mais ce ne sera pas forcément parce que votre traitement n'a pas marché, ce sera possiblement parce qu'il s'est réinfesté, parce que Giardia dans un jardin, avec 2 zoocystes, vous réensemencez tout le monde, ce qui fait que c'est une véritable cochonnerie. Là, pour tout ce qui est traitement, pour tout ce qui est gestion hygiénique, thérapeutique, le site de l'ESCAP, c'est magnifique, il y a des super belles photos, il y a des fiches, il y a les molécules à utiliser. Celles qui sont autorisées, celles qui s'utilisent hors AMM, parce que on n'a pas toujours les molécules qu'on voudrait, mais effectivement, il semblerait qu'actuellement ce soit le fenbendazole qui soit plus efficace que le métronidazole, mais là encore, ça dépend des cas et ça évolue parce que Giardia, elle s'adapte. C'est pas un SNAP, mais c'est un test rapide. Je ne pouvais pas ne pas en parler, l'angiodétecte, pour tout ce qui est angiostrongylose. Il détecte l'antigène, là encore, d'Angiostrongylus. Il ne cross-réagit pas avec Diro, Ascaris, Crenosoma, avec tous les autres vers avec lesquels il pourrait potentiellement cross-réagir. L'angiostrongylose, elle intéresse le cœur droit, plus particulièrement l'artère pulmonaire. Et très souvent, le tableau clinique, c'est un chien qui a des signes respi, une diathèse hémorragique. Typiquement, c'est des chiens qui saignent, on peut avoir des épanchements sanguinolents. Le dernier que j'avais vu, j'étais au SIAMU à Lyon, pendant ma résidence, et le chien est venu pour abdomen dilaté, c'était que du sang. Et il toussait depuis quelques temps. Et il avait une magnifique angiostrongylose. L'angiodétecte, il est intéressant pour détecter ça, justement. Maintenant, plus on va lui associer des tests, un angiodétecte tout seul, face à un tableau clinique qui est évocateur, oui, super. Si on peut avoir un Berman, une flottation, une coproscopie avec de l'imagerie, on va forcément aller regarder, au moins faire une échocardio. Plus on a d'arguments, mieux c'est. On sait, il y a eu un article récent qui parle des performances de l'angiodétecte, qu'on a des performances tout à fait satisfaisantes avec une sensibilité et une spécificité qui sont à plus de 95%. Mais là encore, un test tout seul, tout dépend du cas clinique. Si le chien pue l'angiostrongylose avec un angiodétecte positif, on va rarement aller beaucoup plus loin. Il y a des cas toujours un peu litigieux. Rappelez-vous que vous avez d'autres outils comme la technique de Berman. Pareil, l'excrétion elle est intermittente parce qu'il tousse les vers, il les déglutit, il les excrète dans ses selles. Ce n'est pas parce que le Berman est négatif qu'on n'a pas une angiostrongylose, on est peut-être juste tombé au mauvais moment. Donc plus on associe des tests, plus on a des chances de tomber dessus. En résumé, c'est ce que je vous disais au tout début. Si on sait ce que recherche le test et qu'on connaît ses limites, c'est là qu'on pourra l'utiliser à bon escient et surtout savoir quoi faire ensuite. On l'a vu, ce n'est pas parce qu'un test est positif qu'il faut forcément se jeter sur le traitement, notamment pour Borrelia. Et le plus important, de toute façon, je pense que ça restera toujours ça, c'est on est des cliniciens, on a besoin de la clinique, on ne soigne pas une feuille de papier, on soigne un animal. Et je pense que on aura toujours besoin, nous, d'être là, d'avoir notre recul, notre sens clinique et notre vision des choses en disant « purée, ce truc, c'est négatif, mais ça ne colle pas. C'est positif, mais ça ne colle pas. Je sens qu'il y a autre chose. Fiez-vous à votre instinct, parce qu'on est bon. »